Bonjour à tous, nous sommes lundi 25 mai. Allez, aujourd'hui on analyse l'acte 1, donc on va passer sur tout l'acte 1 et s'arrêter un petit peu sur la scène 4, qui est celle de la tirade du nez. Je vais vous proposer de réfléchir un petit peu à cette scène avant qu'on ne l'analyse complètement demain. Donc vous voyez là sur le programme de la semaine, analyse de la scène du nez, grand 1 c'est pour acte 1, donc grand 1 chiffre romain 4 c'est acte 1 scène 4. Donc demain on analyse cette scène de fond en comble et on révise aussi le discours direct avec le cahier d'exercice page 58. Je vous demanderai donc de faire quelques exercices pour jeudi. Jeudi, on fera la leçon sur le discours indirect, page 60, et donc vous aurez des exercices à faire dessus évidemment. Et puis, donc exercices que nous corrigerons vendredi. Vendredi, du coup, la vidéo sera pas très longue parce que vous aurez notamment comme travail à faire le visionnage de l'acte 2, qui est l'acte suivant. Voilà, alors j'espère que ça va bien se passer sur les problèmes de son et autres. Donc là, je vous montre à l'écran l'acte 1 que je vais commenter, notamment pour que vous puissiez en apprécier toute la saveur. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer au niveau du son. Alors, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes de... Voilà, donc je vais jouer avec le son régulièrement. Là, je vous ai mis l'enregistrement de France 5 en entier. C'est donc la Comédie Française, comme vous le voyez. Et donc, ce qui était intéressant au début, c'est qu'on vous montrait quelques images des coulisses, de la régie, etc. Donc, bien entendu, je ne vais pas commenter les 39 minutes, ne vous inquiétez pas, on va faire des petits bonds en avant. Avec le DVD, c'était plus pratique parce que je pouvais sauter de scène en scène. Là, je ne peux pas. Vous voyez donc Michel Vuillermoz qui s'entraîne. Enfin, vous l'avez vu plutôt, c'est lui là sur la diction. Coca. Voilà, donc on prépare le matériel. Hop, et je vais donc... Alors, oui, la pose du nez que vous avez vue, et donc je vais sauter au début. Donc ici, on a ajouté pour vous comme des didascalies finalement. Donc je vous rappelle, on a une mise en abîme, et donc là c'est ce qu'on va découvrir. On va découvrir comment Denis Podalides a fait cette mise en scène pour qu'on comprenne bien qu'on a une pièce de théâtre sur le théâtre. Ce que Éric Ruff, qui est responsable donc de tous les costumes et décors, a voulu, c'est qu'on voit absolument tout ce qui se passe sur scène. Donc vous voyez les décors en train de se placer et de se déplacer. Et donc on a les gens qui arrivent au théâtre, donc ici c'est le guichet qui est là, où on va prendre les places. Donc les gens commencent à arriver, voilà. Voilà, donc on a les gens qui arrivent sur scène. Alors la scène 1 et la scène 2, ce sont les scènes qu'on appelle scènes d'exposition. On va donc vous présenter tous les personnages importants, et même d'ailleurs les personnages secondaires, puisque là, il y a un certain nombre de personnes qui vont assister à cette représentation. Quand je dis un certain nombre, c'est-à-dire un grand nombre de personnes. Donc là, c'est cette embrouillamini, si vous n'avez pas compris tout ce qui s'y passe, ça c'est normal. Alors je vais juste attendre, tiens, voilà un comédien qui doit jouer donc la chlorise, c'est-à-dire la fameuse scène qui est jouée sur place. Et vous allez voir que la mise en abîme est représentée non seulement par une scène sur place, mais aussi par un écran géant qui imite les personnes qui seraient dans les loges. Voilà, là on a l'écran géant qui est filmé au moment où on dit, voilà, on le voit ici. Hop, voilà, là il est un petit peu dans le sombre, il est là. Et donc tous les gens dont parlent ceux-là sur scène, il dit ah oui j'ai vu au balcon un tel, un tel, un tel. En fait ils sont au balcon sur l'écran géant ici. Donc c'est plutôt voilà, habilement fait, on est quand même dans le 21e siècle, donc les balcons sont sur écran géant. Et là, la scène de la chlorise va se placer un petit peu par derrière. Là. Donc là, on énumère tous les gens qui rentrent. Donc personnage plus ou moins important, mais on voit Christian qui vient de passer par derrière. Hop, il va revenir.
Voilà. Alors, ici, nous avons Linière, l'ivrogne de service, mais qui connaît tout le monde. Et ici, Christian, qui voudrait donc bien savoir qui est la belle pour qui il meurt d'amour. Et donc, le problème de Linière, c'est qu'il n'y a rien à boire, donc il a très envie de partir. Christian le supplie. Non, 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 restez, restez, elle n'est pas encore là, vous ne m'avez pas dit. Alors, ici, autre personnage important, c'est Ragueneau. Ragueneau, le poète, qui va jouer un rôle important dans l'acte 2, puisque tout l'acte 2 se passe chez lui. Linière ici encore. Hop, donc on voit que Cyrano n'est toujours pas là, donc les personnages entrent en scène, mais lui n'est pas là. Voilà, là on a Lebray, l'ami de toute date de Cyrano, et là je vais vous remettre un tout petit peu en arrière, vous allez voir, on parle de Cyrano, mais il n'est toujours pas là. Cyrano, mais vous ignorez donc, il fit à mon joli messieurs qui prit en haine, défense pour un mois de reparaître en scène. Mon fleuri, il n'est plus rien. Oh, moi, je suis venu voir. Quel est ce Cyrano? C'est un garçon versé né dans l'école du Chemarde. Noble? Suffisamment, des cadettes au garde, mais son ami Lebray peut vous dire. Oh, Lebray, vous cherchez Bergerac? Oui, je suis inquiet. N'est-ce pas que cet homme était moins ordinaire? Ah, c'est le plus exquis des êtres sublimaires. Rimeur, bretteur, musicien, et quel aspect hétéroclite que le sien. Je ne crois pas que jamais nous ne peigne le solennel monsieur Philippe de Champagne. Mais bizarre, excessif, extravagant. Allô, il fournit, je pense, à feu Jacques Callot, le plus proche palassin à mettre entre ses masques. Feu Trappelin triplé, pourpoint à six masques, il promène en s'apprête de la pulcinée, là, un nez. Quel nez que ce nez-là! Donc vous savez qu'en dehors du nez, tout ce qui a été dit avant peut se coller au véritable Cyrano de Bergerac, rimeur, bretteur, poète, musicien, etc. Ça c'était tout à fait exact. Et donc là, il parle de son nez uniquement parce qu'il n'est pas là. Hein. On ne peut voir passer un pareil nazifère sans effrayer. Oh non, vraiment, il est très... Puis on sourit, on dit, il va l'enlever, mais monsieur de Bergerac ne l'enlève jamais. Il le porte et pourtant quiconque l'a remarqué. Son glaive est la moitié des ciseaux de la part. Il ne viendra pas. Si, je parie un poulet. À la Ragueneau. Soit. Ah, messieurs, mais elle est épouvantablement ravissante. Une pêche qui sourirait avec une crête. Et cette pêche, on pourrait la prochaine prendre un rhume de queue. C'est elle. Voilà, donc là, on a gros plan sur l'écran géant, hein, d'où cette apparition un peu bizarre. Donc c'est Roxane, et ça y est, donc Christian va enfin apprendre qu'elle est donc hors de sa portée malheureusement, parce qu'elle fait partie des précieuses. Les précieuses, selon Molière, je vous rappelle, que Molière a croqué dans la pièce Les précieuses ridicules. Donc une précieuse, c'est une femme de l'époque de Molière, soit XVIIe siècle, l'époque de Cyrano de Bergerac aussi, bien entendu, de Louis XIV, etc. Donc ces femmes qui n'aiment que beau langage et qui sont, on pourrait les qualifier avec un anachronisme de snob aujourd'hui. Oui, Madeleine Robin dit Roxane, fille précieuse, libre, orpheline, cousine de Cyrano dont on parlait. Et comte de Guiche, épris d'elle, mais mariée à la nièce d'Armand de Richelieu. Désir, faire épouser Roxane à certain triste un monsieur de Valmer, vicomte et complaisant. Elle n'y souscrit pas, mais de Guiche est puissant. Il peut persécuter le simple bourgeois. D'ailleurs, j'ai dévoilé sa... Voilà, donc là, Linière vous met en place, hein, comme dans, je vous l'ai dit, l'acte 1, c'est l'acte d'exposition. Les premières scènes donc, sont appelées les scènes d'exposition. On vous donne tous les personnages et les intrigues qui commencent seulement. Donc là, on vous dit que De Guiche est amoureux de Roxane, on en a parlé, mais il ne peut pas l'atteindre puisqu'il est marié, et c'est pourquoi il utilisera le subterfuge de la faire épouser par Valvert. Je ne répète pas, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Un œuvre sournoise dans une chanson vraiment vouloir. La fin était méchante. Écoutez. Non. Bonsoir. Vous allez chez monsieur de Valère. Prenez garde, c'est lui qui vous tuera. Restez. On vous regarde. Voilà, donc c'est là qu'on comprend que Roxane est elle aussi amoureuse de lui sans même qu'il se soit vu, et ça nous sera confirmé plus tard. Alors, je vais sauter à la partie... Voilà, on a De Guiche qui arrive sur scène, les marquis qui sont sur scène, à la partie où la Chloris commence.
Voilà, donc tout le monde se met en place. Roxane est descendue du balcon, elle croise son amoureux. On voit les décors de la Chlorise qui se mettent d'aplomb. Voilà. Et on attend donc le fameux Montfleury qui est encore dans sa loge, comme vous le voyez. Voilà. Alors, ici, ce qui est classique, c'est que le personnage de théâtre va frapper quelques coups par terre pour faire commencer la pièce de théâtre. On a donc sur la scène ici une autre scène qui est là, toute petite en fait, avec des bancs, puisque à l'époque, les marquis importants écoutent la pièce de théâtre sur la scène elle-même. Voilà, donc là, sur la mise en abîme, elle est ici. Vous allez voir, Montfleury va venir se loger là. Et comme vous le voyez, on a donc passé 12 minutes. Cyrano n'est toujours pas sur scène, alors qu'il s'agit de la scène d'exposition. On est déjà à la scène numéro 3 de l'acte 1, il n'est toujours pas là. Mouchez cette chandelle! Silence! Soyons français! Oui, c'est lui! Cyrano n'est pas là! Tant mieux! Donc voilà Montfleury. Donc on voit bien la petite scène sur la grande scène, la mise en abîme. Et on voit aussi que Montfleury est un acteur renommé. Alors, donc, on est à la mode du XVIIe. C'est aussi la mode de déclamation du XVIIe, auquel on n'est pas tout à fait habitué. Voilà, donc profitez-en. Se prescrit à soi-même à l'exil volontaire, et qui, par le secours d'un jugement prépare son repos à tout autre dessein. Le désir des grandeurs ardent importune, il tient comme des fers ce monstre de fortune, et puis comme des fers à souffler sur les bois. Coquin! Ne-t'est-ce pas interdit pour un mois? Quoi? C'est lui, Moi du pitre! Hors de scène à l'instant! Donc, vous notez bien que on ne le voit pas. Et d'ailleurs, dans le texte, il est écrit une voix. Il n'y a pas écrit Cyrano de Bergerac. Donc, pour l'instant, impossible de savoir où il est. Montfleury, jouez! Ne craignez rien, ne craignez rien. Heureux qui, loin des cours, dans un milieu sol. Regarde! Faudra-t-il que je fasse, comme monarque des drôles, une plantation de bois sur vos épaules? Heureux qui... Sortez! Heureux qui, loin des cours... je vais me fâcher! Au secours, messieurs! Jouez donc! Si tu joues, je vais être obligé de te faire. Alors, c'est là que c'est la mise en scène de Podalides est extraordinaire. Vous le voyez peut-être ici. Donc ils ont casé Vuillermoz dans une malle, et donc Vuillermoz qui a son faux nez comme vous l'avez vu au tout début, eh bien ils l'ont allongé, ce qui fait que on ne voit dépasser que son nez. Et n'oubliez pas que nous, spectateurs, nous sommes assis devant, on regarde exactement la scène, là c'est comme si on y était, donc voilà, on voit l'ombre du nez, pas mal. Que les marques se taisent sur leur porte. Je fais tâter ma canne. Alors, ruban, c'en est trop. Montfleury! Montfleury s'en aille. Bien, je laisse rire et le désentendre.
Bon, je vais sur la scène, en guise de buffet, découper cette mortadelle totale. On m'insulte, oh monsieur, vous insultez Paris. Je m'amuse à qui je ne veux rien. Donc alors, comme je vous disais, on ne va pas absolument commenter toute la scène. Donc là, c'est la rencontre entre Cyrano et Montfleury, et on saura, il va le dire pourquoi après, il a détesté Montfleury parce qu'il a osé poser un regard sur celui qu'il aime. Et donc on a une très belle tirade. Après, je vais essayer de tomber dessus. Non, pardon. Oui, voilà, donc après va s'enchaîner la fameuse tirade du nez, mais la tirade du nez, vous la connaissez peut-être, ça n'est pas celle qu'on croit, dans le sens où elle commence bien avant, au moment où un certain fâcheux, donc là on est dans la scène 4 de l'acte 1, un certain fâcheux lui dit « Vous ne songez pas à prétendre, j'y songe, etc. » Alors je vais essayer de vous caler ici. Et j'adresse un défi collectif, je monte une vieille mule, les verts, les vieux marrons, ballon noir, comme ballon noir, je n'ai pas... Vous n'avez pas... Non. Pas un grand seigneur pour couvrir de son nom. Non. Voilà, donc le fâcheux dit mais vous n'avez personne pour vous protéger, vous osez faire des choses et il n'y a pas un grand noble qui se porte garant pour vous de vos bêtises. Donc il dit non, je n'ai pas de protecteur, j'ai une protectrice, et il parle de son épée. Donc c'est là qu'on est, et vous allez voir que donc la tirade du nez, que vous connaissez sans doute de réputation, elle plonge jusque-là ses racines, si on peut dire. Faut-il donc que je trisse? Non, pas de protecteur, mais une protectrice. Mais vous allez quitter la ville. C'est selon. Mais le duc de Candale a le bras long. Moi long, je connais le mien, quand je vivrai, c'est le bras long. Mais vous ne songez pas à prétendre. J'y songe, mais tournez les talons maintenant. Tournez! Dites-moi, pourquoi vous regardez mon nez? Qu'a-t-il d'étonnant? Votre grâce, est-il molle et ballon, monsieur, comme le ballon? Je n'ai pas roche comme un McDouille. Distingue-t-on une verre et quelques mouches à balance? Qu'a-t-il des hétéroclites? Est-ce un phénomène? Mais si porter les yeux, j'avais su me garder. Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder? Écoute alors, monsieur, elle sait nous sommes sa couleur. Monsieur! Sa forme. Obscène. Pourquoi d'en prendre un air dénigrant? Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand. Je le trouve petit, minuscule. Comment m'accuser d'un pareil ridicule? Petit, mon nez. Oh, énorme, mon nez. Donc vous remarquez, quoi qu'on lui dise, hein, qu'il est petit, qu'il est grand, qu'on le regarde pas, de toute façon ça se passe mal. Donc Cyrano, il a la langue ainsi pendue, c'est ce qu'on appelle la verve, que s'il est contre vous, vous ne pouvez plus rien. Que je m'enorgueillis d'un pareil appendice, à qui qu'adore et proprement l'indice d'un homme affable, bon, courtois, spirituel, libéral, courageux, tel que je suis, et tel qu'il vous est interdit à jamais de vous croire, déplorable mort, car la face sans moi, je vais chercher ma main. Donc là, vous avez vu aussi, j'espère, l'interview de Villermoz, pendant laquelle il dit que c'est un rôle extrêmement sportif. Donc là, vous le voyez bien, hein, il n'y a pas d'autre mot, gueuler et gesticuler en même temps. Oh, je trouve la gueule ton bateau, je trouverai tous les ans au milieu de bizarre. Et si le plaisantin est noble, mon usage est de lui mettre avant de le laisser s'enfuir, par devant et pipeau, du fer et non du cuir. À la fin d'aujourd'hui, fanfaron, personne ne va nous le répondre. Personne. Attendez, je vais lui lancer un de ces traits. Vous avez un nez. Un nez. Très grand. Crac. Ah, c'est tout. Mais, oh non. C'est un peu court. Jeune homme. Donc à partir de là, c'est vraiment la partie de la scène du nez, donc acte 1, scène 4, qu'on va étudier et qui est donc évidemment une page d'anthologie de la littérature française. Vous pouvez dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En partant de tout, pas en tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le sang que je me l'amputate. Amical, mais je dois tremper dans votre tasse. Pourquoi faites-vous fabriquer un homme descriptif
rapide, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cet oblong de capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux! Aimez-vous à ce point les oiseaux que, paternellement, vous vous préoccupez de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent! Ça, monsieur, lorsque vous pétinez, la vapeur du tabac vous sortez le nez, sans qu'un voisin ne crie au fond de cheminée! Prévenant! Gardez-vous votre tête haute, traînez par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre! Faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fasse. Pédant! L'animal sale, Messieurs, car un sophane à quel il faut camper les photos cramélos du avoir sous le front, dans de chair, cavalier, pour la vie, se croit à la main, pour prendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Oh, fuck! Aucun mot! Alors, donc, théoriquement, vous avez déjà écouté la scène, hein, donc je vais la commenter en même temps. Vous voyez qu'on a des adjectifs qui reviennent, hein, agressif, amical, descriptif, curieux, gracieux, etc. Donc, c'est ça qu'on va étudier demain. Et la question que je vous pose pour commencer à préparer un petit peu cette scène, c'est qu'on a une mise en abîme à nouveau dans cette scène-là. Donc, j'aimerais que vous me disiez en quoi on a une nouvelle mise en abîme, principalement avec tous ces adjectifs. Ensuite, donc si on a la chance de se revoir, on s'entraînera sur la diction et notamment à varier le ton, comme ils le disent, ce qui est quand même quelque chose d'assez difficile. Alors quand il a fini sa tirade du nez, il enchaîne en fait sur la suite, ce qui va être bien sûr une provocation en duel. Il dit « Je n'ai pas de gants, la belle affaire, il m'en restait un seul d'une très vieille paire. » Lequel m'était d'ailleurs fort important, je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. Quand on laisse son gant dans la figure de quelqu'un, ça équivaut à souffleter, hein, faire un soufflet avec le gant, et donc c'est une déclaration en duel. Et donc la déclaration en duel étant déjà quelque chose que Cyrano aime, hein, parce qu'il adore se battre, il va ajouter quelque chose qu'il aime encore plus, c'est faire des vers en même temps. Et là on va donc avoir à nouveau une mise en abîme, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire du théâtre dans du théâtre, mais de la poésie dans du théâtre. Alors, j'ai essayé d'avancer au bon endroit. Voilà, un tout petit peu trop tôt. La balade donc se compose de 3 couplets de vers et d'un endroit, 4. Vous devez tout ensemble en faire une me passe et vous. Voilà, donc là il explique ce que c'est qu'une ballade, donc la ballade cette fois-ci avec 2 L qui est le nom d'une poésie, donc il a dit un ensemble de couplets avec un envoi, etc. Il dit je choisis mes rimes, et en plus il dit qu'il va le toucher à l'envoi, c'est-à-dire au petit refrain qui est, comme vous le connaissez peut-être, ce petit refrain hyper connu, à la fin de l'envoi, je touche. Monsieur, au dernier. Non. Balade du duel dans l'hôtel Bourguignon, monsieur le Bergerac, avec un... Berry. Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît? C'est le titre. Donc le sens de la répartie est extraordinaire. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît? C'est le titre. Ah oui, je vous ai passé une réplique extraordinaire que je vais vous lire. À un moment donné, donc... le vicomte de Valvert n'en peut plus des fanfaronnades de Cyrano qui a vraiment la langue bien pendue, et il l'insulte en disant « Maraud, faquin, butor, de pieds plats, ridicule ». Et Cyrano lui répond « Ah, et moi, Cyrano, Savinien, Hercule de Bergerac ». Et donc, comme Cyrano se présente, rétrospectivement, on a l'impression que Maraud, faquin, butor de pieds plats, ridicule, c'était la présentation du vicomte de lui-même, le vicomte. Donc finalement, il s'est auto-insulté. Cyrano, c'est vraiment un maître de ce qu'on dirait aujourd'hui la petite vanne, la petite pique, la répartie. Il a l'esprit d'à propos, donc c'est ça qu'on appelle la verve. Et le panache, ça va revenir souvent dans Cyrano, c'est un mélange de courage et de témérité. Et là, on sent bien, puisque rien ne lui fait peur, il va aller jusqu'à défier le vicomte de Valvert, qui est quand même le protégé du duc de Guiche. Hein. Donc Podalydès a fait de cette scène une scène comique.
où on voit donc les deux, notamment Valvert qui s'excite avec son épée. Vous allez voir que Cyrano va prendre une épée en bois, qu'il va mettre façon torero, etc. Donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, donc, comme vous savez, Cyrano s'est écrit en alexandrin, donc 12 pieds. Si j'en ai un sous la main, un en entier par exemple, ils sont vraiment tous coupés. Vous ne vous doutez pas de ce que c'est, je crois, qu'on vient d'entendre, c'est 12 pieds. En revanche, on va avoir 8 pieds des octosyllabes durant la poésie. Ah, ce mot feu. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me cache. Et je tire mon espadon. Voilà, donc scène comique. L'espadon, l'espadon étant donc une métonymie, une comparaison pour son épée. Je suis désolée, il y a une guêpe qui vient de rentrer, ça fait un bruit d'enfer. J'essaie de la faire sortir en même temps. C'est pas grave. Comme carapace. Je vous préviens, cher myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, Donc bien entendu, il le compare du coup à un taureau, hein, puisqu'il lui met une cape rouge de torero, et il le compare aussi à un enfant, puisqu'il a une épée en bois. j'aurais bien dû rester neutre. Ouvert, l'arté. Dans le flop sous votre main. Aucun sous votre bleu corps. Et comme une tête, ding dong. Ma pointe. Voltige, une mouche. Décidément, prenons qu'à la fin de l'envoi, je manque de rime en vous rompez le bloc amidon, c'est pour me fournir le mot bleu. Je pars à la pointe, amidon. J'espère me faire don dans la ligne de la mouche. Qui avait à moi, je fais un rideau. Voilà, alors là, ça c'est un ajout de Podalides, parce qu'il n'y a pas de didascalie qui le donne. Vous voyez que Valvert allait donc l'attaquer par derrière, ce qui évidemment ne se fait pas. Et donc là, je ne sais pas si vous voyez, il ne peut pas s'avancer, sinon il s'embroche dans l'épée que Cyrano a mise par derrière ici, parce qu'il a bien compris ce qui allait se passer. Donc selon Denis Podalides, enfin dans sa mise en scène en tout cas, la mort de Valvert, puisque Cyrano va cesser de jouer avec lui et va vraiment... prendre une épée sérieuse, la mort de Valvert est due au fait qu'il l'a trahi, donc en ne respectant pas les règles élémentaires du duel, qui est qu'on est loyal et qu'on ne frappe pas par derrière. Par contre, dans le texte, on n'a pas de didascalie qui dise ceci, hein, là j'ai le texte sous les yeux. On vous dit simplement premiers engagements de fer, donc de fer c'est-à-dire d'épée, et puis à la fin, se fendant, le vicomte chancelle, Cyrano salue, à la fin de l'envoi je touche, et on a l'indication, les amis du vicomte le soutiennent et l'emmènent. Donc la mort du vicomte n'est pas si claire que ça dans la pièce, cela dit, vu que c'est un personnage qu'on ne revoit pas du tout, quand on a le soutient et l'emmène, on peut imaginer qu'il est touché à mort. Donc là c'est ce qu'on va voir. Donc là, voilà, Cyrano cesse de rigoler, il lui rend son épée et il va en prendre une sérieuse. Et d'ailleurs, il va commencer par, voilà, envoie, prince, dit adieu, pardon. Donc quand on demande adieu, pardon, c'est qu'on va mourir. Voilà, alors ce qui plaît beaucoup au public, c'est que Cyrano, c'est aussi, comme vous voyez, du tragique et du comique, mélangé.
Et voilà. Super. Joli. Nouveau, insensé, complément, magnifique. Bravo. Voilà, donc je coupe ici. L'acte premier n'est pas fini, mais on va dire qu'ensuite c'est quelque chose peut-être de... La suite est peut-être un petit peu moins importante. On a quand même un moment assez émouvant. Donc vous voyez, on passe de la scène un peu comique, comme ce duel, qui se termine en tragédie, puisqu'il y a quand même quelqu'un qui meurt, à un côté plus, alors pour le coup, pathétique. Donc le pathétique, c'est tout le registre de ce qui est triste. C'est le moment où Cyrano parle à son ami Lebray de son nez, et il lui explique que oui, il aime Roxane, mais que de toute façon, il n'a absolument aucune chance avec un nez pareil. J'ai décidé d'être admirable en tout. Alors... Soit. Mais enfin, à moi, le motif de ta haine pour mon fleuri, le vrai, dis-le-moi. Ce silence, si vaste que son doigt n'atteint pas son nombril. Pour les femmes encore, ce droit à un doux péril. Et leur fait, cependant qu'en jouant qu'ils bredouillent, les yeux de carte, avec ses gros yeux de grogne. Et je le hais qu'il se permit un soir de poser son regard sur cette scène. J'ai cru voir glisser sur une fleur une longue limace. Hein? Comment? Serait-il possible? Donc que j'aimasse, c'est le subjonctif imparfait du verbe aimer. Donc serait-il possible que tu aimes quelqu'un? Eh bien oui. J'aime. Et peut-on savoir? Tu ne m'as jamais dit. J'aime. Réfléchis, voyons. Il m'interdit le rêve d'être aimé même par une lettre. Ce nez qui d'un quart d'heure en tout lieu me précède. Alors moi, je me quitte. Et cela va de soi. J'aime. Mais c'est forcé. La plus belle qui soit. Sapristi, je comprends, c'est clair. Il n'y a pas Madeleine Robin qu'à cousiner. Roxane. Eh bien, mais c'est au mieux. Tu l'aimes, dis-le lui. Tu es couvert de gloire à ses yeux. Regarde-moi, mon cher, et dis quelle espérance pourrait bien me laisser cette protubérance. Oh, je ne me fais pas d'illusions. Parle oui. Quelquefois, je m'attendris dans le soir bleu. Sans, en quelques ardents, couleurs se parfument. Avec mon pauvre grand galop de nez, je l'avril. Je suis les yeux sous un rayon d'argent au bras d'un cavalier. Quelques femmes, en songeant que pour marcher un petit pas dans de la lune, aussi moi, j'aimerais au bras d'en avoir une. Je m'exalte, j'oublie. Et j'aperçois soudain l'ombre de mon profil sur le mur du jardin. Mon ami, j'ai de mauvaises heures, je me sentais laid, parfois tout seul. Tu pleures? Cela va maintenant. Ce serait trop laid si le long de ce nez de l'arbre coulait. Voilà, donc là on a encore un exemple d'un moment pathétique qui est conclu par une espèce de boutade. Ah non, cela jamais, non, ce serait trop laid si le long de ce nez une larme coulait. Donc voilà, vraiment c'est Cyrano, ce qui a tellement plu au public, et j'espère que ça vous plaît aussi, c'est ces montagnes russes. On passe sans arrêt d'un sentiment d'exaltation. On suit le duel, horreur, oh il est mort, ensuite tristesse, puis non, une petite vanne pour nous remonter le moral. Voilà, donc Cyrano c'est ça, c'est sans arrêt, et c'est pour ça que ce rôle donc est si compliqué à jouer et demande tellement d'énergie. Au passage, si par hasard vous aviez le livre sous le nez, alors je ne peux pas vous donner des pages parce qu'on n'a pas forcément la même édition, on se repère donc avec les numéros de scène. Donc là on est dans la scène 5 du premier acte. En fait les deux acteurs que vous voyez là ont sauté tout un morceau de scène parce que Lebray qui est ici a enchaîné 4 répliques plus bas que ce qu'il aurait dû, et vous voyez aussi que ça ne se voit pas du tout parce qu'en fait du moment qu'on enchaîne, bon, de temps en temps, voilà, dans le vif de l'action, il y a des petits vers qui sautent. Il faut juste avoir le texte sous les yeux pour les noter. Voilà, donc demain, on se focalise sur la scène 1 de l'acte 1. Donc je vous disais, ma question à l'oral, je la répète, c'est de vous demander en quoi cette scène 4 de l'acte 1, la partie donc du nez avec « Ah non, c'est un peu court, jeune homme », je voudrais savoir en quoi il y a une mise en abîme à nouveau, puisque décidément c'est quelque chose que Edmond Rostand aime beaucoup. Voilà, bonne journée, à demain!